Parfait. Alors, bienvenue tout le monde à cette 5e rencontre webinaire avec Mathieu Martel, philosophe. Merci d'être présent et présente, soit en France ou à Montréal, partout à travers le Québec. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir d'un thème qui a fait écho chez certains grands penseurs et je vais vous en parler dans quelques instants. Donc, pour ceux qui ne m'ont jamais vu, je suis Mathieu Martel, professeur de philosophie au collégial, mais d'abord Esprit Libre, auteur et conférencier depuis 2005. Et je poursuis mes rencontres à Montréal. Et on peut me voir aussi via les Facebook Live sur ma page Mathieu Martel Philosophe ou sur mon site mathieumartel.com. Alors, bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez, en France, Afrique du Nord, Haïti, Montréal, Québec, à travers le Québec. Et aujourd'hui, on va s'interroger sur le thème de l'insécurité. Et vous savez que c'est un thème qui n'est pas souvent abordé, mais on a deux grands penseurs, dont un poète, philosophe et un esprit libre, qui ont abordé ces thèmes. Je vais tout de suite vous nommer les ouvrages intéressants à lire à ce sujet. Certes, ma rencontre d'aujourd'hui va se faire d'une manière inspirée, inspirante et spontanée, mais je vais tout de suite faire un petit remerciement à Alan Watts, qui nous a légué posthume en 1977. On sait qu'il nous a quittés en 1973, qui est un grand chercheur de vérité, Alan Watts, qui nous a légué Bienheureuse insécurité, ou quelquefois traduit par Éloge de l'insécurité. Donc, il y a cet ouvrage-là, et aussi le classique de Fernando Pessoa, qui est le livre de l'intranquillité, qui a été traduit dans plusieurs éditions, qui est justement aussi un ouvrage posthume, donc publié en 82. Après la mort de Pessoa, on sait qu'on a trouvé plein de mallettes des écrits de Pessoa parce qu'il n'avait publié pas grand-chose de son vivant, soit quelques poèmes, etc. Mais je conseille ces deux ouvrages, le livre de l'intranquillité de Pessoa et Bienheureuse insécurité d'Alan Watts. Donc voilà, on va commencer avec notre thème. J'en profite pour boire un peu de thé parce que je suis toujours à jeun. Quand je fais les webinaires, je garde ce rituel-là. Et je m'étais trompé de thé ce matin. Et là, je suis revenu avec mon thé habituel. Question de rester fidèle à certains rituels, mais d'un côté, vivre quelque chose de différent. Alors, je vais y aller. On va commencer avec René Descartes, parce que je me suis fait un petit plan ici, un petit plan léger pour notre rencontre, comme toujours, avant de commencer. Descartes, dans les Méditations métaphysiques, écrit en 1641, qui est un super beau texte méditatif. Juste le thème méditation pousse à, comment dire, à faire des liens avec toutes sortes de pratiques. Sauf que la méditation cartésienne est une réflexion avec lui-même. On sait que Descartes a connu un grand rêve en 1619 dans un poêle où il s'était endormi. Il avait fait un rêve symbolique. J'ai même à ce sujet traité de ce thème sur un de mes lives sur Facebook. Donc, Descartes nous dit dans le début des méditations qu'il est à la recherche d'une vérité, d'une certitude sur laquelle fonder sa quête intérieure. Il cherche une assise solide. Il se rend compte que l'éducation qu'il a eue chez les Jésuites, tout ce qu'il a appris durant sa jeunesse, à travers des études de scolastique notamment, il trouve que c'est un savoir peu fiable, peu certain, basé sur la tradition, etc. Et Descartes nous dit, dès le début des méditations, même ça se retrouve aussi dans le discours de la méthode, qui cherche une certitude pour pouvoir établir un savoir scientifique. Et c'est drôle parce que je me suis dit, aujourd'hui, on parle d'insécurité. Notre thème, c'est
quitter l'insécurité pas à pas. Et si on va fouiller l'étymologie d'insécurité, ou plutôt de sécurité, on s'assoit sur des définitions qui sont les suivantes. Donc, l'étymologie de sécurité est fondée sur la notion de certitude. Hein, donc, dans la sécurité, securitas, on a comme une racine qui fait référence à quelque chose de sûr. Donc, on veut s'accrocher à quelque chose de sûr. Un peu un parallèle avec Descartes. Descartes recherche aussi ce fondement certain, cette évidence qui ne bougera pas. Qui dit sécurité dit se rapprocher ou s'accrocher à quelque chose qui va nous éloigner de certains dangers. Qui dit sécurité nous dit aussi, on pourrait penser à un lieu sûr, hein, un chalet où on est bien dans les bois, un lieu où on est bien chez soi. Je discutais avec quelqu'un cette semaine et la personne me disait, mon lieu sûr, c'est lorsque je suis dans ma voiture, je me sens bien, c'est comme le symbole de mon être. D'autres, c'est leur appartement, leur maison, une chambre dans leur maison. Donc, qui dit sécurité dit fait référence à une forme de lieu où on se sent tranquille et en sécurité. Et Descartes, sa certitude, la sienne qu'il va élaborer dans les méditations, c'est le cogito. Donc, je vais pas faire une analyse poussée du cogito, mais je vais vous montrer qu'à travers sa recherche de vérité scientifique, Descartes va en venir à une seule certitude qui s'inscrit un peu dans la formule du cogito. Si je doute, alors je pense. Si je pense, alors je suis un être qui pense. La seule certitude de Descartes à travers son cogito, c'est qu'il est. Hein? Et ça passe, ce constat-là passe à travers le fait qu'il est sûr qu'il est en train de penser ici maintenant. Donc, si je doute de l'existence de mon corps ou du fait que je sois vivant, je suis en train de penser. Et si je suis en train de penser, Descartes va comme inférer de manière intuitive, c'est qu'il y a d'abord un être qui pense. Et Descartes va nous dire, cet être-là qui pense, on pense lorsqu'on ressent, lorsqu'on imagine, lorsqu'on analyse, lorsqu'on doute, lorsqu'on se pose des questions. Mais ce qui est intéressant dans cette quête de vérité-là de Descartes, c'est que la certitude qui va demeurer, c'est le fameux « je suis ». Hein? Il va passer par le doute, la pensée. Il va conclure en disant « je suis un être, hein? Je suis, j'existe ». Il va s'exclamer comme ça dans les méditations. Et là, c'est sa seule certitude. Mais Alan Watts, dans l'éloge de pas l'éloge de l'intranquillité, mais dans son livre « Bienheureuse intranquillité », sa seule certitude, c'est basé sur une loi qu'il va appeler de l'effet inversé. Il en parle un petit peu en 4e de couverture ou dans l'introduction. Alan Watts, il va d'une métaphore, la métaphore du nageur. C'est comme un paradoxe qui est en nous. À chaque fois, et je l'utilise, j'en ai parlé dans les anciens webinaires, à chaque fois que je tente de nager, je fais un effort volontaire, presque conscient, et je me dis, je veux nager et il faut que je sois capable de nager. Plus je me répète cela dans l'eau, plus il y a des chances que je n'arrive pas bien à nager et que je coule ou je cale quelque peu. Donc, cette espèce de sureffort, cette survolonté de se dire, je vais être capable de nager, je vais être capable d'accomplir ce projet. Et là, on se répète cela dans l'esprit comme un mantra. Il y a peut-être de fortes chances que je passe à côté
de la capacité d'accomplir l'action que je veux. Donc, c'est ça le paradoxe ici. Et l'autre paradoxe, si je ne veux rien et que je ne pense à rien et que je me tourne sur le dos dans le lac, là, couché sur le lac, je vais flotter indirectement. Donc, Alan Watts souligne le paradoxe qui pourrait se synthétiser comme suit. Plus je veux ardemment et consciemment, avec insistance quelque chose, moins je risque de la vivre et de la trouver. Et paradoxalement, plus je m'abandonne à la vie, plus se peut qu'étonnamment, je fasse de belles rencontres et il m'arrive de belles surprises. Il appelle ça la loi de l'effort inversé. Et il va l'associer à la sécurité. Plus je cherche à me sécuriser, et je vais vous conter toutes sortes d'histoires parce que je rencontre des gens dans ma vie, et je vais pouvoir témoigner de toutes sortes de... Plus je cherche à me protéger, à être sécure, à rechercher la tranquillité, la confiance, bien, il se peut que, par effet inverse, je déclenche justement, non pas la sécurité, mais il se peut que j'induise une forme d'insécurité chez moi parce que je vais tout le temps m'assurer de conserver, hein, je vais tenter de m'assurer de conserver cette sécurité-là. C'est comme un combat permanent qui se passe. Vous comprenez un peu ce dualisme-là? Et je vais vous parler d'un professeur que je rencontre au café près de chez moi, qui depuis quelques années me parle toujours de sa retraite, que sa retraite va approcher. Et là, il m'a même déclaré lui-même qu'il était profondément insécure. Et là, il me dit, j'espère que j'ai assez d'argent pour pouvoir vivre jusqu'à 94 ans. Puis là, il me parle de ça. Et c'est drôle parce que c'est un gars un monsieur, un professeur qui enseigne la littérature depuis plusieurs années, mais qui a quand même l'audace de me dire qu'il est un être profondément insécure et qui tente par tous les moyens des placements, bien investir son argent, qu'il a quand même, il a quand même de bons moyens, des moyens, mais l'insécurité est toujours présente. Et on dirait qu'il tente par tous ses discours, actions, à se sécuriser. Donc, il a admis qu'il était profondément insécure depuis sa jeunesse. Il s'est investi dans une relation stable avec quelqu'un. Il est pour un développement de la relation à long terme, mais l'insécurité demeure en lui. Alan Watts, que ferait Alan Watts face à cette situation-là? Peut-être, c'est cette fameuse expression de cesser de vouloir avoir prise sur le réel, tout contrôler, parce que le contrôle, on l'établit avec la pensée, avec nos analyses, pour justement nous assurer d'une forme de sécurité. Alan Watts nous dirait peut-être que c'est en se laissant être, en s'abandonnant, en quittant le contrôle. Donc, on abandonne le contrôle, mais là, on va se sentir menacé si on abandonne le contrôle. Parce qu'on pense que plus on a de contrôle par nos pensées, par notre gestion du temps, etc., plus on va, en fin de compte, parer les menaces qui pourraient venir déstabiliser notre être. Hein? Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est apprendre à quitter l'insécurité pas à pas. Mais certains vont proposer une méthode plus radicale, j'en parlerai tantôt. Mais comment quitter cette insécurité? Alan Watts va nous dire, bien justement, c'est en tentant de vivre notre vie au présent. Et ce n'est pas facile pour plusieurs personnes parce que les gens que je rencontre me demandent quels sont tes plans pour la fin de semaine. Lorsque tu es en vacances, as-tu planifié quelque chose? Est-ce que tu as des projets? On me parle comme ça. Mais je n'ai pas vraiment de projet.
sinon que d'accompagner mes élèves lorsque j'enseigne et d'enseigner, mais toujours me ramener à l'ici maintenant. Donc, Alan Watts va nous dire aussi qu'une vie menée simplement dans la pensée, dans la réflexion, dans l'analyse de nos pensées est une vie qui s'éloigne de l'expérience de la réalité, qui n'est pas juste une expérience de pensée, mais de ressenti, d'expériences internes, de sensations variées. Et quelquefois, il est difficile, justement, insécurisant et bouleversant que de quitter le monde de la pensée. Donc, Alan Watts nous ramène à l'importance. J'ai mis une belle citation sur Facebook ce matin. J'espère que je vais être capable de la traduire comme il le faut. Celui qui planifie son futur sans être présent et attentif à l'ici et maintenant risque d'être déçu par tout ce qui va s'élaborer dans son futur, parce qu'il espère pour plus tard un bonheur, un monde heureux, mais s'il n'est pas heureux ici maintenant, s'il ne vit pas avec attention ici et maintenant, cela risque d'être quand même plus difficile pour lui. Vous voyez? Donc, je reviens à mon paradoxe d'Alan Watts. Pour vraiment, lui en plus, je ne vais pas tout de suite revenir au paradoxe, mais lui, il nous rajoute la chose suivante. Il se pose la question, y a-t-il un sens à la vie? Et lui va ramener ça au plus simple. Le fait d'être en vie est déjà un sens. Le fait d'être vivant, et est-ce qu'on est capable de revenir à cette simplicité même, le fait de dire « je suis vivant, j'existe », c'est merveilleux. Non, on prend quelquefois pour acquis qu'on est vivant, on souhaite améliorer notre sort, améliorer nos conditions de vie, mais on ne se réjouit pas de la puissance d'exister et de se dire « je suis vivant, je respire, j'éprouve des sensations ». Et ce que Pierre Hadot appellera revenir à voir comme si c'était la première fois. Ce que font les enfants, s'étonnent de tout, de toute chose. Nous, étant donné qu'on a beaucoup d'expérience, de prise de conscience, quelquefois on a de la misère à s'étonner, comme si c'était la première fois. On privilégie souvent un adage qui est plutôt le fait de saisir l'instant et d'en profiter le plus possible, comme si c'était la dernière fois. Et ça peut nous pousser dans une espèce d'urgence. Donc, il y a comme deux visions. Il y a le fait de dire, OK, je vais tout saisir, tout prendre sur mon passage, tout savourer, car je sais que la mort m'attend, je ne sais pas quand est-ce que ma vie va se terminer, je dois goûter le monde à pleines dents, c'est une urgence. Donc, je ne suis pas pour cette vision-là de l'urgence, je suis pour le fait d'être attentif, présent, de savourer l'instant, en quittant un peu l'analyse, en quittant un peu le monde de la pensée, pour être dans un monde justement au-delà de la pensée, qui est le monde de l'attention, la présence à ce qui est. C'est ce que Krishnamurti appelait le plus haut degré de la méditation, c'est l'observation, l'écoute, et je rajouterais le ressenti, sans toujours tenter d'analyser, de saisir conceptuellement ce qui nous arrive. Hein? J'ai une amie cette semaine qui mettait une pensée du psychologue Erickson. Elle disait, l'hypnose ne permet pas d'analyser son passé. L'hypnose permet de mieux dessiner son futur.
quelque chose comme ça. Ou de mieux faire advenir son futur. Mais là, je me disais, mais où est le présent chez Erickson? Le futur n'est pas encore là et le passé n'est plus là. Ce qui importe, certes, on est traversé justement par la mémoire. Husserl dira que nous sommes, lorsque nous réfléchissons à notre passé, nous le faisons ici et maintenant. Nous réactualisons notre passé. Et lorsque nous nous projetons vers un futur, à travers des projets, des rêves, nous le faisons ici et maintenant aussi. Il y a aussi le mode de l'intuition où on est attentif ici et maintenant à ce que nous vivons, à ce qui est. Et cela, Erickson, on semble l'avoir manqué dans sa citation. Certes, c'est beau le futur, mais si je ne vis pas ici et maintenant, ou que je vis uniquement dans mes pensées, comment je vais faire pour vraiment revenir à l'essentiel, qui est la présence attentive. Je vais revenir à mon thème d'aujourd'hui. Pour ne pas m'égarer, vous allez voir que je fonctionne en boucle. Quand j'avais fait ma tournée du Québec en 2006, celui qui m'accompagnait, Jacques, m'avait reproché cette approche en boucle. Mais cette approche en boucle, elle est là pour un peu... c'est un autre mode de fonctionnement. C'est un mode pour nous... comment dire un peu... c'est un mode alchimique où on vit une expérience où on est constamment remis en question. Ce n'est pas un chemin linéaire. Alors, j'avais parlé, notre thème, c'est l'incertitude. Il y a un paradoxe chez notre fameux Alan Watts qui nous dit « Plus nous cherchons la sécurité, plus nous risquons de la vivre, hein, et de se sentir menacés par toutes sortes de choses qui pourraient venir nous ébranler. » Et notre plus grande peur, c'est la peur peut-être de disparaître, mais davantage de souffrir avant de disparaître. Et notre plus grande menace, c'est souvent à la fois notre corps, mais aussi notre personnalité. Hein? Nous sommes menacés par les opinions des autres, par les jugements des autres, par comment nous perçoivent les autres. Et quelquefois, ce que certains vont appeler le moi ou la personnalité, disons la persona, le masque, on va se sentir menacé par des propos et on cherche à tout prix à justement éviter d'être blessé. Et on va développer des mécanismes ou des méthodes de protection. Mais si on ne prend pas notre personnalité au sérieux, si on voit juste la personnalité comme étant un masque, il se peut que la vie soit plus facile. Donc, pour ne pas se sentir menacé, Don Miguel Ruiz propose dans les accords Toltec un des principes intéressants. Tenter de ne rien prendre des propos d'autrui comme étant des jugements personnels. Donc, les autres, lorsqu'ils appliquent des jugements à notre mode de vie, notre manière d'être de manière négative, souvent, ce n'est qu'une vision de ce qu'ils ont de notre vie. Mais on est tellement attaché justement à se protéger physiquement et psychiquement parce que nous étions sensibles dans notre jeunesse et nous avons développé des mécanismes de réaction, de protection, que maintenant, on s'empêche peut-être de ressentir et on prend trop au sérieux ce que les autres pensent de nous. D'où notre désir, justement, de rechercher une forme de stabilité à quelque part. Mais où est cette stabilité-là? Hein? Où est ce lieu tranquille, sécure? Où est-il?
est-ce que c'est le fait de détenir une grande somme d'argent, une propriété privée et de n'avoir rien à payer à quiconque, d'être autarcique au niveau, comme disaient les fameux Spartiates. Être autarcique, c'est posséder sa demeure et de s'occuper de ses affaires par soi-même. Mais c'est drôle parce que les Spartiates avaient quand même des esclaves, justement, qui travaillaient pour les hommes libres de l'époque. C'est quoi être dans la certitude? C'est quoi se sentir sécure? Est-ce que ça passe par l'argent? Est-ce que ça passe par des relations affectives, des amitiés pérennes, des amitiés stables? Hein? L'humain a besoin de repères. On peut remonter à la pyramide de Maslow. Hein? On sait qu'au sommet, c'est le développement spirituel, mais à la base, nous avons besoin de combler nos besoins fondamentaux, d'avoir de l'affection, d'être reconnu, de pouvoir exercer des éléments dans son domaine. Mais sur quoi s'appuyer? Hein, l'humain cherche une forme de permanence. Certains vont s'accrocher à Dieu comme étant le principe de toute chose. On se rappellera que Spinoza va définir Dieu comme étant la cause de tout ce qui est, ayant comme caractéristique le fait comme étant un principe éternel, infini, qui représente la totalité de tout ce qui est. Mais là, on est chez Spinoza, mais certains vont s'accrocher à la volonté de Dieu ou à Dieu comme étant un principe omniscient qui connaît tout, qui sait tout, et on va s'abandonner à la volonté divine. Chez les mystiques indiens, bien, certains diront « je m'abandonne à la volonté de Brahman, de Ram ». On avait justement un mystique indien qui disait « je suis ce que Ram me dit de faire ». Voilà. Donc, on va donner on va s'abandonner à un être supérieur, donc on va employer le terme « je m'abandonne à la nature, de tout ce qui est, à l'amour, à Dieu ». C'est comme si, bien, je comprends cet exercice-là, c'est comme si en nous n'étions pas des piliers, nous n'avions pas comme un socle puissant en nous, que certains vont appeler l'être. Moi, je fonctionne un petit peu à ce niveau-là. Étant donné que mon moi, le moi, la raison, mes désirs, ma volonté sont quand même impuissants face à certains éléments de la vie. Je ne suis pas omniscient, omnipuissant. Voilà. C'est en quelque sorte, un aspect de notre finitude qui nous pousse à dire comment vais-je passer à travers les épreuves de la vie, les difficultés, les obstacles, sans justement me nuire à moi-même et sans justement périr. On se rappellera que chez Spinoza, une des premières choses dont doit s'occuper chacun de nous-mêmes, Spinoza dira, nous devons nous attarder à persévérer dans notre être. Ça implique quoi, ça? Ça implique prendre soin de nous-mêmes, apprendre à connaître notre nature et bien sûr, subvenir à nos besoins, en plus de nous développer nos capacités pour en arriver à une forme de satisfaction de soi. Mais la satisfaction de soi va passer par la compréhension de nous-mêmes, la compréhension de notre nature, mais aussi d'aller dans le sens de nos désirs, dans notre désir de la réalisation de notre nature. Spinoza va dire l'essence de l'être humain est désir et conscience de ce désir qui implique se comprendre. Donc,
oui, nous avons à nous développer, à nous réaliser en tant que nature, à persévérer dans notre être à chaque jour. C'est toujours à recommencer, mais ça va dans le sens du vivant. Mais certes, on se dit après ça, il nous arrive des obstacles, des difficultés. Et que faire face à cela lorsqu'on se sent justement impuissant, lorsqu'on se sent déstabilisé par des émotions qui nous chamboulent suite à de la souffrance, un deuil, de la mortalité, certaines maladies. Où trouver la sécurité? Les bouddhistes et Héraclite aimaient bien à dire que, et Héraclite c'est un peu plus subtil que ça, mais les bouddhistes vont nous dire, ben, la permanence, ce qui est permanent, c'est le changement. Je critique vraiment cette position-là, parce que de déclarer, c'est comme une faute logique, de déclarer que la seule permanence, c'est le changement, ben, c'est un peu faire une forme d'autocontradiction. Moi, je reposerais aux bouddhistes la question suivante. Qu'est-ce qui te permet de dire que tout ce qui est tout ce qui est permanent, c'est le changement? Je poserais la question suivante. Si tout est toujours changeant, bref, il n'y a pas de permanence. Mais pour pouvoir dire que la permanence existe en tant que changement, il faut s'appuyer sur d'autres choses. Et là, je vous laisse cette interrogation-là. Qu'est-ce qui nous permet de dire cela intérieurement? Je reviens à mon point. Je vais prendre une petite gorgée de thé. Alors, on est face à des difficultés, ce que Jaspers va appeler des situations limites. Situations extrêmes, accidents, deuil, maladie, problèmes affectifs, problèmes de santé mentale, abandon, solitude, etc. Et là, Jaspers va nous dire, tout cela, c'est normal. Nous allons commencer à nous poser des questions. Ça va émerger par ces formes d'expérience limite. C'est normal aussi de douter. Jaspers va nous dire que le doute fait partie de la vie. Et c'est intéressant parce que Descartes a commencé avec le doute dans une quête de science pour pouvoir établir ensuite l'être. Et c'était son socle. Donc, Jaspers nous dit situation limite et ensuite l'émerveillement. S'étonner de comportements assez bizarres aussi, qui peuvent sembler absurdes. On est là aussi pour s'étonner. Donc, tous ces trois éléments-là vont produire l'origine de la philosophie pour Karl Jaspers. Et cela nous dit que cela nous amènera à nous poser notre question face à tous les éléments difficiles de la vie. Que cherchons-nous? Nous cherchons quelque chose de stable sur lequel s'appuyer. Qu'est-ce que ça sera? Est-ce que ça sera l'être divin? Est-ce que ça sera, comme au siècle des Lumières, la raison? Est-ce que ça sera les relations affectives? Mais quand on sait que tout peut être remis en question et quand on sait que notre vie, on peut être ébranlé à tout moment, qu'est-ce qui nous reste? Bien, Alan Watts va déclarer la chose suivante. Tantôt, il a déclaré, premièrement, que si un sens de la vie, c'est d'être dans la gratitude, dans le fait d'être vivant, Camus va même rajouter un peu plus tard, justement dans le même siècle, que le sens de la vie, c'est de vivre passionnément avec liberté. Mais Alan Watts va déclarer, écoutez, je vous annonce que
vous cherchez une sécurité. Vous cherchez un salut, quelque part. Je vous annonce qu'il n'y en a pas. Et c'est dans cette acceptation-là du non-salut qu'il n'y a rien qui va nous sauver, sur lequel on puisse s'accrocher. C'est ça le paradoxe, là. Il y a vraiment une subtilité profonde. Le fait d'accepter ça, hein, et je le méditais ce matin, le fait d'accepter qu'il n'y a pas de sécurité va créer une forme de... Ça ouvre la porte au vide. Et le vide peut être épeurant pour certains. Mais si on est conscient et attentif à cette espèce de vide-là, dans le ici et maintenant, on va pouvoir laisser de la place aux intuitions qui vont, je dirais, émerger ou surgir. Donc, il faut une espèce, c'est drôle parce que le mot grec d'horizon, hein, le mot grec horizon veut dire une ligne, quelque chose comme ça. Moi, je vois l'horizon comme un vide, un espace où peut naître des évidences. Mais là, c'est vivre, comme dirait Edgar Morin, qui doit avoir atteint 101 ans bientôt, notre sociologue philosophe Morin, que je n'ai pas lu, mais j'ai lu un magazine philosophique sur lui, qui a déclaré que nous avons de la difficulté avec l'incertitude, l'inconnu et l'imprévu, notamment. Mais c'est là la grande richesse de la vie que d'être attentif à l'écoute dans un espace ouvert. Donc, le vide peut être épeurant pour certaines personnes, mais ce qui nous reste comme cadeau, c'est la présence attentive à ce qui peut surgir comme intuition dans le moment. Et là, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas vivre de manière éthique, c'est-à-dire s'occuper de nos relations dans le dialogue, le respect de l'autre. Cela ne veut pas dire qu'il faille transgresser toutes les lois, vivre égoïstement, commettre des crimes. Non, pas du tout. Ça ne veut pas dire que tout est permis, mais cela veut dire que si on laisse l'horizon ouvert, à chaque instant, on laisse de la place à la vie de manifester. Et là, on est sous la forme, je salue mon ami Yves, et je vais vous parler de Yves après, qui vient de traverser la rue. Il a de beaux manteaux orange, wow, un beau flash de Yves. Je vais vous conter ça après. Mais cela laisse de la place à ce qui est le plus vivant en nous d'émerger en tant qu'intuition. Mais souvent, on est pris dans une forme de prison. La prison de tout ce qu'on nous a inculqué comme devoir, comme éducation, comme valeur. La prison de nos préceptes spirituels. C'est drôle, je pense à Thoreau, qui nous a laissé à la fin de sa vie avec un petit recueil de pensées. Je ne sais pas si ça a été concocté posthume encore une fois, parce que là, on est dans les références posthumes. Je ne sais pas si quelqu'un pourra faire la recherche pendant que je parle. C'est un petit livre de Thoreau qui touche un petit peu à ce que je dis, c'est drôle, qui est publié chez Mille et une nuits. La vie sans principe. Est-ce que je ne m'abuse? Il faudrait que quelqu'un vérifie ça et m'écrive dans le clavardage en même temps. Une vie sans principe. Mais là, vous allez me dire, oui, mais monsieur le philosophe, c'est un peu contradictoire, une vie sans principe. Les philosophes tentent d'établir des principes, des thèses, des axiomes, quelque chose. Oui, il en demeure quand même certains principes, mais pour le paradoxe, c'est que plus nous cherchons à nous sécuriser,
plus nous érigeons peut-être des systèmes des mécanismes de protection, plus nous établissons des habitudes qui vont demeurer, plus nous vivons au niveau d'une vie pensée qui est peut-être un peu plus desséchée que la vie vécue dans l'ouvert. Quand je me promène dans le métro, partout, je ne me sens jamais menacé. Quand je rencontre des chiens sur mon passage, mon but, c'est je marche et je suis juste dans un mode de perception de l'environnement. Je n'émets pas de pensée par rapport aux chiens que je croise dans la rue ou aux gens. C'est comme si, à l'instar de Douglas Harding, je déclarais que je vis sans tête. Ça veut dire quoi? Sans mental, qui veut suranalyser la situation et qui tente d'énoncer ou d'émettre toutes sortes de pensées, de jugements sur ce qui arrive, ce qui est autour. Je me mets dans une position qu'on pourrait appeler la position de l'abandon et du ressenti. On salue Maude qui nous dit que Thoreau a écrit « La vie sans principe ». Est-ce que Maude pourrait nous dire, est-ce que le livre a été publié de manière posthume? Est-ce que c'est un recueil d'aphorismes, etc.? Je suis intrigué à savoir si c'est posthume, parce que là, on serait vraiment dans notre lien de référence posthume aujourd'hui. Je reviens à mon point. Même si vous croisez un criminel, quelqu'un du crime organisé, un motard, etc., si vous n'êtes rien, si vous faites simplement percevoir, ressentir, vous laisser toucher par la situation, vous êtes dans une forme d'abandon, un genre d'aïkido du moment présent. On ne voit pas le monde comme une menace. On voit ce qui nous arrive comme une expérience à conscientiser. Donc, on peut se dire, j'ai ressenti une colère chez cet homme, une agressivité. On le voit juste comme une expérience. Mais là, on peut se demander, est-ce que cette colère-là, elle est aussi en nous? Est-ce qu'elle est séparée de nous? Parce que certains Grecs vont dire, on sait qu'Homère va déclarer à un moment donné, le semblable est reconnu par le semblable. On reconnaît le même parce que nous aussi, nous sommes cette partie de cette perception-là. Je reviens à mon point. Donc, on s'imagine vivre sans se sentir menacé. Hein? Vivre sans se sentir menacé, vivre sans peur. Certes, on va tout faire pour ne pas se faire écraser par un véhicule. On va développer l'attention. Hein, quand on traverse la rue, quand on parle à quelqu'un, on peut ressentir de toutes sortes de phénomènes. On peut comprendre mieux l'autre si on est attentif. Donc, ce qui nous reste, c'est l'écoute, l'observation, l'attention consciente et le ressenti. Mais cette peur-là qui peut nous frapper à tout moment, cette peur-là d'être attaqué, d'être blessé, de ne pas être aimé, d'être, incompris, nous allons abandonner ces peurs-là, peut-être conscientiser que notre plus grande peur, c'est la peur de disparaître. Mais comme disait Clément Rosset ou Henri Miller, à quoi bon avoir peur de disparaître si nous ne sommes pas vraiment vivants ici et maintenant? Si nous vivons dans la mémoire, dans les pensées, sans vraiment ressentir la vie vibrante ici et maintenant. Je reviens, je vais prendre une petite gorgée.
Et n'oubliez pas, je vais vous parler de mon ami Yves, justement, qui vient de passer. Écoutez, Yves, qui vit un... Écoutez, il a été happé durant la pandémie. Après avoir enseigné à ses élèves au secondaire, où il était vraiment beaucoup aimé par ses élèves, il avait commencé à réenseigner le français. Il a subi, écoutez, une couple de chocs. Quelques maladies l'ont happé, etc. Puis là, il est en traitement en ce moment. Mais je n'ai jamais vu, je m'arrête souvent à le voir parce qu'il reste, c'est mon voisin. Et il écrit son roman devant sa fenêtre. Écoutez, il est en train de réapprendre à marcher, à conduire. C'est comme s'il repartait à zéro. Il a frôlé la mort, mais c'est un combatif. Toujours une nature de protecteur et d'individu combatif. Et je le trouve extrêmement vivant à chaque fois que je le vois. Là, il est tout alerte, peut-être parce qu'il a frôlé la mort. Il a même déclaré à quelqu'un au café qu'il dormait mieux qu'avant. Vous voyez? Paradoxe lié à la maladie. Donc, il a peut-être embrassé, il a frôlé la mort, mais comme nous dit Épicure, la mort et la vie, c'est interrelié. Et être attentif, c'est tout ce qui nous reste, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux. Le but, c'est d'être attentif à tout ce qui est. Et là, Yves s'est remis à écrire, à corriger son roman. Il est hyper passionné. Je le vois devant sa fenêtre. Et je dois le saluer 5-6 fois par jour. Et là, je l'ai vu avec son beau manteau orange, en train de marcher. J'ai vu la belle couleur orange, j'étais toute dynamique. Et je me dis, Yves, qui a frôlé la mort, est peut-être plus vivant que nous tous et toutes. Il en profite et il est très, très, très fébrile. Écoutez, c'est assez troublant parce que notre sujet aujourd'hui, c'est de tenter, comme dit Alan Watts, de quitter cette obsession de se sécuriser qui va peut-être nous piéger, nous enfermer dans une cage dorée. C'est peut-être un gros paradoxe. Plus on cherche à se sécuriser. Oui, j'ai une idée qui me passe par la tête. Une amie à l'époque, Isabelle, qui m'avait dit, j'ai rencontré un homme. C'est un banquier, il vient d'une bonne famille, il a un bon titre, etc. J'ai tout le temps voulu la sécurité. Elle est allée vers ce gars-là, s'est même mariée. Je pense qu'elle s'est divorcée 2 ans après, me disant, oui, j'allais vers une grande sécurité, mais à un moment donné, je ne me sentais plus du tout vivre et plus en vie. Gros paradoxe, mais elle a suivi son rêve, mais elle dit, à la fin, je ne sentais plus rien. Plus de fébrilité, plus de ressenti, plus d'attrait. Elle dit, je crois que la vie n'est pas là. Vous savez que les écrivains, les créateurs, plus ils sont en danger, plus ils sont près ils se servent de leur expérience ultime pour créer, comme un feu. Si tout est acquis, tout est facile, quelquefois l'humain a tendance justement à se mettre dans le trouble pour pouvoir ressentir la vie. C'est peut-être pour ça que à chaque fois que je vais voir mes élèves en classe, par exemple, je donne un exemple, jamais je ne sais avec quoi je vais commencer le cours. Donc, j'ai des profs où tout est écrit. J'ai une collègue qui écrit même ses blagues avec le point d'exclamation, les virgules. Elle est comme une femme de théâtre. Elle dit, Mathieu, tout est écrit au quart de tour. Ah oui? Et j'avais un autre collègue, lui, avait toute sa structure 1.1, 1.1.1, 1.1.2. Tout était écrit. Et lorsqu'il y a eu une tempête de neige, à un moment donné, son cours numéro 13 a été déstabilisé. Là, il ne savait plus quoi faire.
Que vais-je faire? Je dois passer mon cours numéro 13, mais il ne reste plus de temps dans la session, etc. OK? Donc, certes, il y a une distinction entre ne pas se préparer du tout et être trop préparé. Et ce que Csikszentmihalyi, j'espère que je le prononce bien, un nom tout à fait difficile à prononcer, le psychologue du flow, Csikszentmihalyi, a développé justement un mélange très intéressant entre la maîtrise de mon art et une ouverture à l'inconnu qui permet, genre, de vivre la zone du flow. Par exemple, un peintre peut peindre 5 heures de temps car il est dans une forme de flow où maîtrise et créativité sont jumelées dans un flow d'inspiration. Et là, je viens de découvrir récemment qu'un de mes collègues a fait sa maîtrise sur un anonyme du Moyen Âge, un texte anonyme du Moyen Âge, un texte, le nuage de l'inconnaissance et la théorie du flow. Wow! Ça m'a surpris chez un de mes collègues avec qui je commence à bien m'entendre, etc. Je reviens à mon point. À mon point, c'est que je vais prendre une gorgée. Trop se préparer, c'est vivre dans ce que Houellebecq va appeler vivre au niveau de la carte et non pas au niveau de l'expérience du territoire. Et vous savez, les amis, qu'à chaque fois qu'on se prépare, puis qu'on a des problèmes à régler avec quelqu'un, une discussion à avoir, jamais ça se passe comme on l'avait prévu dans notre esprit. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas une carte. La vie est expérimentation. C'est pour ça qu'il faut aller, quand on va vers les gens, n'ayons pas de but précis, à part peut-être celui d'être ouvert et de discuter avec un être humain et de voir qu'est-ce qu'on peut conscientiser, apprendre à travers cette rencontre-là. Si on vit notre vie localisée, hein, il y a des gens qui s'en vont faire leur épicerie, faire le marché, et qu'ils ne voient que la direction du point A au point B et qui ne dérogent pas de leur chemin. Mais si on est dans l'ouvert, ça se peut que notre marché soit reporté à plus tard et qu'on rencontre quelqu'un sur notre route, qu'on fasse des prises de conscience ou qu'on se dise ce matin, finalement, mon être me dit que ce n'est pas le marché que je dois m'occuper, c'est autre chose. Sommes-nous capables de remettre au surlendemain, de reporter et de se dire non, ici maintenant, ce n'est pas cela. Mon être me dit de façon surprenante et de manière intuitive, comme l'autre matin, il m'a dit va prendre le train durant la tempête. Donc, et je suis allé au collège, préparer mes trucs. Ça dit va prendre le train. Mais là, j'avais prévu de m'entraîner, j'avais prévu de rester à Montréal, j'avais une conférence le soir. Et ça me disait, bon, il n'y aura pas un chat à conférence, 25 cm. Mon être me dit, j'avais déjà marché 8 km dans la journée, va à la conférence à pied, prends les trottoirs, puis là, etc., va jusqu'à la conférence. Et c'était enneigé, c'était merveilleux. Donc, j'écoute sans savoir ce qui va surgir. C'est un peu ça. Ça peut être insécurisant pour certains de dire « Je n'ai pas de plan ». Les plans surgissent. Et comme je vous dis, ça ne veut pas dire de ne pas accomplir votre devoir, payer vos impôts, etc., en temps donné. Mais toujours laisser de l'espace à se dire « Ah, mes impôts, ça sera vendredi prochain. » Puis là, rendu vendredi, ça peut vous dire « Ah, ça sera mardi, etc. » Sommes-nous capables de vivre ce que certains vont appeler vivre dans l'ouvert, vivre avec un horizon libre, ne pas toujours s'en tenir à nos plans
car la vie avec un grand V a peut-être d'autres plans pour nous, ce que mon ami Charles appellera l'ordre du cosmos. Bien, le cosmos, finalement, cosmos en grec, ça veut dire beauté et organisation. Il y a peut-être quelque chose de plus grand que nous. C'est un postulat qui nous pousse à changer, à sortir des principes moraux, sortir de ce que nous avions prévu. Et Nisargadatta va déclarer la chose suivante. Il y a beaucoup de chances que tout ce que vous aviez prévu n'arrive pas. Mais certes, l'imprévisibilité a beaucoup plus de chances d'arriver dans votre vie. Vous allez être surpris par cela. Mais pour cela, c'est rester dans l'ouvert. Comme quand j'ai vu passer Yves tantôt avec son beau, il avait sa canne et son beau manteau orange. Pour moi, ça a été un beau clin d'œil. Il me saluait, et c'est tout le temps moi qui le salue devant sa fenêtre, puis après il me resalue. Là, c'était merveilleux en pleine conférence avec vous. Donc, comment s'appelle-t-il? Douglas Harding appelait ça vivre sans tête, donc vivre hors du monde conceptuel, du contrôle de la raison. D'autres, comme Éric Barret, vont appeler ça la voie de l'abandon. D'autres vont appeler ça vivre dans l'ouvert, avec un horizon libre. Et voilà. Ça s'appelle finalement l'expérience. C'est une expérience où on reste plus vivant et on se fait déconcerter. On vit d'étonnement. C'est ça. Mais certains vont dire, oui, mais là, je n'ai pas de contrôle sur tout ce qui va arriver. En effet, la vie, c'est peut-être cela, ne pas avoir de contrôle. Là, je me fais inviter. Ben, écoutez bien ça, je vous conte ça. Je me suis fait appeler par une productrice qui veut que je prenne part à une discussion philosophique sur l'amour, etc. Puis on fait ça dans un café, on a des micros. Je n'ai jamais essayé ça. Je dis OK, ça vient vers moi, je suis libre vendredi, allons-y. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Puis elle veut m'interviewer aussi. Puis là, ça va passer dans l'actualité ou à 98.5 à travers un balado. Allons-y pour la nouveauté, la découverte. Et remarquez dans votre vie, lorsque les gens viennent cogner à votre porte ou les propositions viennent à vous, demandez-vous qu'une chose. Est-ce que j'ai le goût? Est-ce que je suis disponible? Est-ce que ça se fait aisément? Même si l'expérience, on ne sait pas quelles seront les conséquences, les fruits de l'expérience, mais demandons-nous, est-ce que je suis disponible? Est-ce que ça donne? Est-ce que ça me tente? Etc. Ça va être finalement apprendre à accueillir ce qui vient déstabiliser notre vie réglée par des habitudes, des routines, par aussi des modes de sécurité. Un dernier point avant de vous laisser à vos questions commentaires, parce qu'on va ouvrir la portion commentaires et questions. Quand des schèmes se répètent dans votre vie ou que des problèmes surgissent, demandez-vous une seule chose. Je vais vous conter une histoire. Vous allez comprendre. J'étais, et je vais je vais vous poser la question. J'étais dans une école des métiers du meuble. À une époque, j'avais une directrice et un directeur qui s'acharnaient sur moi, ce qui n'est pas mon cas d'habitude. Et mon collègue en plus. Et là, je dis, est-ce que ça me ressemble? Pas du tout. Est-ce que je fais bien mon travail? Oui. Est-ce que j'essaie de m'améliorer? Oui. Est-ce que je suis en apprentissage? Oui. Mais là, ça ne marchait vraiment pas. Je me suis posé une question. Quand un propriétaire s'acharne sur vous, une situation où ça semble complètement démesuré, posez-vous la question suivante. Est-ce que ma place est ailleurs?
Hein? Vous avez de la misère avec votre propriétaire. Il insiste. Est-ce que j'ai le goût de déménager profondément? Soyez honnête. Souvent, quand c'est extrême comme ça, c'est un signe que nous sommes quelquefois sclérosés dans nos habitudes pour nous sécuriser et la vie veut faire un peu de travail alchimique. Elle veut qu'on se fasse brasser un petit peu pour finalement reconnecter avec le plus vivant qui est en nous. Donc, je me suis posé la question à l'époque, est-ce que je veux être ici? Non. Est-ce que je veux être ailleurs? Oui. Qu'est-ce que je veux profondément? Commencer à enseigner. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai eu un appel pour une entrevue. OK? Je jasais l'autre fois avec une dame qui me disait que son propriétaire, insistait pour qu'elle accomplisse certains travaux. Lui empêchait de voir certaines personnes parce que ça faisait un petit bruit dans les escaliers, etc. Je demandais à la personne, est-ce que tu te vois ailleurs? Est-ce que tu as le goût de déménager? Et là, la personne, peut-être qu'elle veut déménager. Donc, les amis, quand ça brasse autour de vous, physiquement, au niveau des relations, moi, je n'ai plus de nouvelles d'un ami. Posons-nous la question. Est-ce que j'ai profondément besoin de voir cette personne-là? Donc, c'est un peu ça. Parce que souvent, nos habitudes, justement, on tombe avec le thème, nos habitudes se font ébranler, nos relations se font ébranler, c'est ça un peu la vie. Et là, ça nous pousse à nous insécuriser profondément. Mais c'est peut-être quelque chose qui veut vivre en nous. Il y a comme un écho dans un phénomène, dans certaines manifestations, et on doit voir les choses, justement, je vais vous quitter là-dessus, puis je vais laisser la place aux questions. Voyons ça comme des opportunités. Tout ce qui ébranle notre fonctionnement, nos habitudes, ce sont des opportunités pour prendre conscience, s'éveiller et se demander vers où veux-je profondément aller, dans quelle direction je veux aller. Peut-être que la vie, profondément, il y a quelque chose qui veut naître en nous. N'ayons pas peur. Nous ne sommes pas menacés. On se rappellera le pape qui disait « N'ayez pas peur ». Ça ne nous dit pas grand-chose. Hein? N'ayez pas peur. Qu'est-ce qu'on fait avec ça si on n'a pas peur? Est-ce qu'on va suivre un chemin plus intéressant qu'une négation? Hein? On a beau se dire comme mantra « je ne dois pas avoir peur », etc. Spinoza nous donne la solution ou une piste de réflexion. La peur et l'espoir fonctionnent ensemble. Et ça s'oppose à quoi? À la vie. Et le désir de compréhension de la vie. Donc, plus on conscientise, plus on comprend, plus on s'éveille à nos intuitions profondes, et après, on se rend compte que ces intuitions-là nous font vibrer intérieurement, bien, on suit le chemin de ce qui nous fait vibrer. Et c'est peut-être ça, ce oui à la vie-là, qui est confiance. Hein? Donc, à quoi oppose-t-on l'insécurité? Le oui à la vie, mais c'est un oui qui ouvre vers l'inconnu, l'imprévu, l'incertain. C'est de la misère. Quelquefois, on a de la misère à vivre avec cela, mais on peut se dire en dernière instance, mon être profond que je suis, aide-moi à trouver les réponses, les solutions, les pistes. Donc, on peut se dire, mon être qui est vaste, qui est infini, c'est peut-être, connaît, comme disait Emerson, mon être connaît plus la réponse que mon moi et ma personne. Laissons mon être opérer
et me guider à travers les rencontres, les inspirations, les synchronicités et les découvertes. Je vais y aller avec un oui à la vie. Et certes, je peux reconnaître quelquefois que j'ai peur, que je ressens la peur, mais je ne suis pas que la peur. Je ressens une peur, j'éprouve une peur, mais mon être est plus vaste que ça. Et je vais dire un oui à la vie, un oui confiant. Même à travers les expériences difficiles, je vais conscientiser, apprendre et tout cela ça va faire une sorte de transformation lumineuse. On fait un travail alchimique. Et je termine là-dessus, même si je ne vous le souhaite pas du tout, là. J'ai vécu une alarme de feu ici l'autre fois. Rappelons-nous la phrase de Cocteau. Même si ma demeure venait à brûler, il y a quand même le feu qui est là, que je peux emporter. Et là, c'est une métaphore. Même si on brûle du vieux bois mort dans notre vie, en brûlant le vieux bois mort, il y aura une flamme plus vivante. Nous avons besoin quelquefois de vivre une transformation alchimique. Voilà. De brûler le bois mort. Faisons le ménage. Détachons-nous de nos attaches impermanentes. On va y aller avec les questions. Ben, je vais faire un petit tour là, de remerciements. Écoutez, wow, il y a beaucoup de monde. Merci à Sylvie, merci à Vanda, à Lucienne, à Carole, à Amara, à Yolande. Merci à Lise, à Lana, à Danou, à Christine. Je prends mon temps. À Madame Pasqualetto, à Gilo, à Maude, à Marie-Thérèse, à Karine. Karine qui nous remercie. À Anne, à Guylaine, à Sylvie, à Jean Rivet, à Louise, à France et à Marie. Et on va y aller avec les petites questions. Si vous voulez lever votre main pour un commentaire ou une question, on va se laisser une petite période. Écoutez, j'étais toujours enflammé. Merci à Vanda pour le commentaire. Donc, ce matin, je vous ai livré une petite conférence via la plateforme Zoom. Mais là, si je m'arrête, je ne savais pas ce que j'allais dire. Mon être me guidait à travers cette approche intuitive, inspirée, inspirante. On laisse la place aux commentaires, aux questions. Si vous voulez lever votre main, je vais à la petite main en bas de l'écran. J'ai plein de commentaires dans le clavardage, mais allez-y, je vous écoute. Et je vous remercie de votre présence. Puis ça me donne encore le goût de recommencer. On va en parler tantôt avec Jean, savoir si on réplique cette belle expérience. Est-ce qu'il y a des petits commentaires, des questions? Il y a Guylaine qui nous remercie dans le clavardage, Vanda aussi. Je ne veux pas aller voir dans le clavardage, j'ai peur de vous perdre au niveau de l'image. Karine nous avait salué aussi. Voilà. Donc, OK, on a Marie. On écoute Marie. Tu peux ouvrir ton micro, Marie, on t'écoute. Ah, toujours un peu de mal. Je ne suis pas habituée avec les mains, là. Bon. Moi, je suis très étonnée de ton approche qui est, personnellement, je la trouve spirituelle. Je dis ça parce que je ne suis pas une intellectuelle. Par rapport à mon mari qui lit beaucoup de livres, moi, je ne lis pas. Voilà. Donc, je te remercie parce que tu es un intellectuel puisque tu es prof, hein, tu es prof de philosophie. Et, enfin, tu lis forcément. Et je me sens très proche de ce que tu dis alors que je ne lis pas. Donc, déjà, merci. Et d'autre part, ce que tu as dit ce matin résonne beaucoup en moi. C'est vrai qu'on a beaucoup de mal à vivre la vie pour ce qu'elle est, dans ce qu'elle nous donne chaque jour, parce qu'en fait, c'est dévalorisé. On vit dans une société où il faut toujours vivre des choses fantastiques sans voir ce qu'on a juste à côté. Les choses simples sont continuellement dévalorisées. Et on a beaucoup de mal à les vivre, en fait. Donc, je trouve que ce que tu dis est très important. En même temps, ce qui n'est pas évident, ma question, c'est ça, c'est quand tu dis il faut
se laisser, enfin pas se laisser aller, c'est pas le bon terme, mais être attentif à ce qu'on a en soi, à ce qui peut nous surprendre, à ce qu'on n'attendait pas, etc. Mais en même temps, moi j'ai envie de dire que c'est pas évident aussi parce qu'il peut y avoir des choses négatives qui se présentent à nous comme ça. Tout n'est pas beau et beautiful parce qu'on l'a senti en nous. Enfin, je veux dire, il y a quand même un discernement auquel on ne doit pas lâcher prise, quoi, il me semble. Voilà. Oui, merci Marie pour ton commentaire. Ta première remarque, quand tu dis que tu n'es pas une intellectuelle et tu es capable de suivre mon discours, en effet, parce qu'il y a une partie qui pointe au-delà de la raison dans mon discours, puis qui est près justement de l'expérience spirituelle. Voilà, merci pour ça. Concernant ton commentaire, en effet, tout n'est pas rose, tout n'est pas beau, mais on peut se demander que puis-je apporter en tant qu'individu conscient dans le monde, autour de moi, dans mon environnement, comment puis-je participer et d'y mettre du mien pour embellir. Je jasais avec quelqu'un hier qui me disait j'élève mes enfants pour qu'ils soient conscients, bienveillants et qu'ils participent justement à l'humanité, etc. Fait qu'on peut se demander ça aussi. Puis certes, ne pas être naïf que justement dans le monde, il y a des endroits où on fait la guerre, puis on promouvoit, c'est bizarre, le fait de nourrir le combat et tout. Hein? On se rappellera des mots d'Héraclite qui disait « La guerre est le père de toutes choses ». Polémos, il avait observé ça il y a 2500 ans aussi. On ne s'en tire pas, mais on peut justement réfléchir et conscientiser peut-être à travers ces situations-là qui sont des drames humains et des grandes difficultés humaines et rester alerte pour apprendre et s'éveiller et se sensibiliser à travers les grandes difficultés de la vie. Merci, Marie. J'avais Maude qui voulait nous parler. Maude, on t'écoute. Tu peux y aller. Juste ouvrir ton petit micro si tu avais une question, un commentaire. On t'écoute. Si tu es capable de nous ouvrir le petit micro, je vois que tu as la main levée, Maude. Sinon, je vais juste passer, voir s'il n'y a pas d'autres gens qui voulaient discuter. Donc, Maude a la main levée, mais de la misère à ouvrir son micro. Est-ce qu'il y avait une autre France? T'avais-tu un petit quelque chose à nous dire? Je sais que France aime bien. Vas-y, France, on t'écoute. Après, ça sera Maude. Je vais passer à Maude. France, vas-y, puis Maude, tu vas être la prochaine. Vas-y, France. Ah, France, je ne t'entends pas. Ton micro est comme pas ouvert. Il est ouvert, mais on dirait que le son n'était pas là. Est-ce que mon micro est ouvert? Ah, parfait. On va y aller avec Maude. Vas-y, Maude. Alors voilà, je me demandais comment faire pour revivre. J'ai l'impression que je n'arrive pas à sortir de mon lit. C'est tous les jours comme ça. J'ai plus la force, j'ai plus envie de rien faire. J'ai l'impression de me laisser mourir. J'essaie de faire des cours. Ce matin, je suis allée à un cours de bricolage. C'était un atelier. Et j'étais complètement dépassée, je n'arrivais pas du tout alors que les autres suivaient. Et c'est souvent comme ça quand je suis dans un groupe, je suis vite dépassée par la vie, par les éléments. Je n'ai plus goût à rien et il y a une partie en moi quand même qui a envie de retrouver le goût de vivre, mais je suis complètement dépassée, je n'arrive plus à rien, je ne sais pas quoi faire. Bien, merci Maude pour ton commentaire, ta question. Premièrement, on n'a pas à s'ajuster au rythme des autres. Donc, là, tu reconnais qu'en groupe, tu es souvent dépassé. Moi aussi, j'ai de la misère avec tout ce qui se fait en groupe. Donc, on reconnaît notre nature, elle est peut-être plus introvertie. On fonctionne avec des rencontres un à un ou un petit groupe très léger, où quelquefois on est nourri par des lectures, l'écoute musicale, des films, mais premièrement, c'est de reconnaître que je n'ai pas le goût de me lever. Juste conscientiser, ne pas se séparer de cet état-là. Mais là, je vois que vous avez écouté la conférence, donc on commence par la conscientisation déjà que
vous avez été à l'écoute, vous avez été présent, vous avez vécu une rencontre et ce n'est pas rien. Parce que tout commence, justement, mon titre, c'était « Quitter l'insécurité pas à pas ». Et je n'ai pas insisté sur le fait que c'est un pas à la fois au sens métaphorique. Là, vous avez écouté un webinaire, une conférence, c'est déjà une expérience, c'est déjà suffisant. Il faut cesser de vouloir soit trop en faire, se comparer aux autres. C'est déjà être en vie que d'être à l'écoute ici, nous sommes ensemble à travers le monde et justement de ne pas se distancier de quelquefois des moments que nous aimons moins de nous-mêmes. Est-ce que je te laisse retourner, Maude, le propos? Retourner quel propos? Mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que quitter le jugement, hein, donc la sphère de se juger, de se dire que je ne fais pas grand-chose, etc. On fait toujours ça dans un mode, dans une perspective de comparaison avec autrui. Vous faites ce que vous pouvez à votre rythme. Et ça, je voulais vous ramener que chacun a son rythme, chacun a sa manière de ressentir les choses. Même Spinoza est d'accord avec ça, car nous avons tous une nature, mais une manière de ressentir un rythme singulier. C'est peut-être apprendre à le reconnaître et à l'accepter. J'irai peut-être avec ce petit point-là, Maude. Merci, Maude, pour ta question. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre?